Bonjour à toutes et à tous et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 qui a donc commencé depuis un peu plus de 25 jours. Donc je suis Michel Marquez, responsable partenariat au sein de Crédit Mutuel Investment Managers, le centre d'expertise dédié à la gestion d'actifs du groupe Crédit Mutuel. Et également aujourd'hui présente Rosane Cousin, gérante du fonds CMAM Global Leader. Bonjour Rosane. Bonjour. Alors, CMAM Global Leader, c'est un fonds thématique, c'est un fonds 100% action internationale, basé sur la puissance des marques. C'est un fonds de conviction avec en moyenne 50 valeurs en portefeuille. C'est un fonds qui a aujourd'hui un encours d'un peu plus de 682 millions d'euros. Également, CMAM Global Leaders est d'ailleurs référencé sur quasiment toutes les plateformes d'assurance vie en France. Alors, nous avions fait déjà un webinaire sur le thème des grandes marques en septembre dernier, et la question qui était posée, c'était, après la crise sanitaire, quelle a été l'évolution des leaders durant l'année? Et en fait, je pense que la question se tient encore aujourd'hui, et donc on va tenter d'y répondre une nouvelle fois. Rosane, 2 points seront abordés. Tout d'abord, tu reviendras sur l'ADN en 2 mots du fonds, et également le bilan sur 2020. Et puis, en second point, tu nous présenteras tes convictions pour cette nouvelle année 2021. Alors, juste avant de donner la parole, je voulais vous diffuser tout de même une vidéo qui a eu lieu lors du déconfinement. Donc, cette vidéo, on a tous été spectateurs de ce type de vidéos qui ont été diffusées sur YouTube et autres, où on voit une foule s'impatienter devant l'ouverture du magasin. Donc, c'est assez marquant, on va dire, hein. Finalement, Rosane, la question, quand on voit ce type de vidéos, sont multiples. C'est est-ce qu'on peut parler finalement d'une addiction à une marque lorsque les gens sont prêts à attendre devant un magasin? Et la deuxième question, c'est finalement, est-ce que ce n'est pas le but ultime pour une marque d'atteindre, voilà, d'avoir cette clientèle impatiente devant l'ouverture d'un magasin? Rosane, je te laisse la parole. Merci Michel. Effectivement, plus que d'addiction, je parlerai de fidélisation. Le propre d'une marque est de fidéliser un client, de faire en sorte que le client consomme, qu'il soit satisfait et qu'il revienne. Donc on entre en fait dans une dimension un petit peu plus émotionnelle, qui est en fait finalement le produit va permettre à un client d'être identifié et de se différencier des autres. Donc quand il y a de la queue devant les magasins, ce n'est pas toujours pour des bonnes raisons, peut-être qu'il manque d'approvisionnement, mais en l'occurrence, cette année, ce que vous avez vu chez Inditex, c'est que la marque a voulu prendre soin du consommateur. Prendre soin du consommateur, ça veut dire que dans tous les magasins ouverts par Zara, ils ont fait le choix qu'on perde un petit peu de temps à l'ouverture, mais que les mains des consommateurs soient nettoyées et que les consommateurs en magasin aient leur masque sur eux. Ça permet aujourd'hui, à l'heure du 3e trimestre de présentation des chiffres annuels d'Inditex, d'avoir plus de 90% de ces magasins ouverts, et ils prennent également soin du consommateur en permettant aux consommateurs de consommer en ligne. N'oubliez pas, chez Inditex, chez Zara, c'est plus de 30% du chiffre d'affaires qui est généré en ligne, et ça c'est au travers de leur marque, puisque Zara a une marque tellement forte que la marque Zara n'est pas présente sur le site, par exemple, de Zalando. Donc tu as raison, Michel, le but d'une marque, c'est de fidéliser ses clients, et s'il y a de la queue en magasin, eh bien c'est souvent pour de bonnes raisons. Je vous propose de revenir à l'ADN de la marque, donc très rapidement, parce que je sais que vous connaissez bien le fonds.
La première caractéristique du fonds, c'est d'évoluer dans un univers d'entreprises de grande qualité. Je vous parle des 500 premières entreprises mondiales réparties à travers le monde qui ont des managements d'exception, une excellente organisation et elles l'ont prouvé durant cette phase du Covid, puisque certaines entreprises ont même profité de ces périodes de confinement pour prendre des parts de marché. La particularité du fonds Global Leaders est d'être global. Je n'ai ni prisme géographique, ni prisme sectoriel. Je sélectionne les marques en fonction de leur puissance et de leur capacité à générer de la performance boursière. Pourquoi s'intéresser à la marque? Michel vous l'a expliqué, c'est pas simplement pour faire la queue devant les magasins, c'est que simplement en fait la marque assure la puissance d'une entreprise, c'est son pricing power qui va être moteur de la croissance bénéficiaire et grâce à cette croissance bénéficiaire, l'entreprise va pouvoir réinvestir dans son activité, rémunérer ses actionnaires et faire des acquisitions. Finalement, elle va continuer d'avancer et c'est ça le propre d'une organisation agile. Notre processus d'investissement, vous le connaissez, il est analogue à tous les fonds thématiques de stock picking de la maison. Tout d'abord, nous nous occupons de la force de la marque, nous analysons la capacité de la marque à résister justement à des chocs inouïs comme celui du confinement, où tout à coup vous perdez votre surface de vente en magasin physique et vous êtes obligé de vous engager auprès du consommateur sur le digital. Donc pas toutes les marques ne réussissent cet exploit. Et puis n'oubliez pas que derrière cet engagement de la marque sur le digital, il faut que les entrepôts fonctionnent, il faut que les produits soient acheminés chez le client et qu'ils arrivent en bon état, en temps et en heure. Le deuxième point, c'est la partie étude, stock picking. Là, l'idée, c'est de rencontrer les sociétés et de craquer leur modèle économique, de comprendre d'où vient la puissance de leur organisation, comment elles réalisent leur chiffre d'affaires, est-ce que c'est du volume, du prix, quelle est la cyclicité de leur modèle et finalement leur rentabilité. Enfin, vous savez que la construction du portefeuille de Global Leaders n'est pas celle d'une pochette surprise thématique, elle est très construite, c'est-à-dire que ce que nous cherchons, c'est avant tout 50 à 60% de marques établies, ce que les Anglais appellent les compounders, c'est-à-dire des sociétés très rentables dont une partie de la rémunération pour l'actionnaire va venir sous forme de dividendes. Une société comme Inditex, on peut en attendre le rendement du dividende attendu est de l'ordre en fait de 3%, et ce de manière assez stable dans le temps. La deuxième catégorie de marques que nous souhaitons en portefeuille sont les marques de très forte croissance. 3 thématiques qui nous intéressent. D'une part, les marques digitales, pensez PayPal, avec quoi payez-vous vos achats pendant le confinement. PayPal semble l'option la plus sécurisée et plébiscitée par les clients. D'autre part, les marques émergentes continuent de progresser. Il suffit de voir avec quelle rapidité la Chine s'est relevée du confinement. Des sociétés comme Loras Renner, le petit Zara brésilien, a déjà tous ces magasins qui sont ouverts au Brésil, sont des sociétés qui vont continuer, des marques qui vont continuer de profiter de la hausse du pouvoir d'achat de la classe moyenne émergente. Enfin, les marques authentiques. Tu parlais de gens qui font la queue. Chez Ferrari, on a toujours un carnet, une liste d'attente pour les Ferrari de l'ordre de 2 ans. Donc ça, c'est très bien ordonnancé par la marque, mais ce sont des marques authentiques, locales, qui continuent d'aller de l'avant, d'innover avec des SUV, qui vont passer à l'électrique et qui continuent de rayonner auprès de leur clientèle. Ces sociétés ont pour caractéristique d'être en forte croissance. Enfin, dans notre catégorie des marques en renaissance, nous adressons des marques qui repartent de l'avant, qui ont des bilans sains, mais dont la valorisation était décotée.
Un bon exemple, pensez Nintendo. Pour la communauté financière, cette société était décriée du fait que beaucoup considéraient que la partie hardware n'était pas rentable. C'est faux, là aussi le confinement le montre. Pendant le confinement, vous avez été nombreux à chercher la Switch. Eh bien, la liste d'attente était forte et les jeux proposés par Nintendo, comme Animal Crossing, qui permettait le déconfinement virtuel, ont tout à fait cartonné. Donc n'oubliez pas, un portefeuille qui, depuis sa création, évolue, mais qui, dans sa structure, reste très stable, avec 50 à 60% de grands leaders, de marques établies qui versent du dividende et qui ont des bilans sains et une croissance normative de l'ordre de 7 à 10%. Des marques montantes en forte croissance parce qu'elles sont digitales, parce qu'elles sont locales ou parce qu'elles profitent de la hausse des marchés émergents, de la clientèle des marchés émergents. Et enfin, des marques plus décotées qui repartent de l'avant et qui offrent un catalyseur de valeur bien identifié. Alors merci Rosen, on va passer maintenant aux performances. Alors, deux graphiques pour illustrer un peu tes performances. Tout d'abord, on va revenir sur celle de l'année dernière, donc plus 14%, qui est quand même une performance assez remarquable pour l'année 2020 qu'on a connue avec ces phases de confinement, déconfinement et hausse et baisse de marché. Moi, je note, c'est 8 points au-dessus de l'indice de référence, qui est quand même assez remarquable finalement pour un fonds thématique. Et le deuxième graphique, il s'agit donc de la slide suivante. Donc sur 5 ans, donc sur les 5 dernières années, une performance assez régulière finalement, de plus 61% sur les 5 dernières années, un peu plus au-dessus que l'indice de référence. Et moi, il y a deux chiffres qui m'interpellent finalement sur ce graphique-là. C'est celui de 2018, hein, donc on ne refait pas l'histoire, mais en 2018, il y a eu une baisse assez conséquente du marché boursier, et pourtant pour un fonds 100% action, on arrive à une performance de moins 2%, qui est tout à fait honorable, même plus qu'honorable. Et finalement, celui de l'année dernière à plus 14% qu'on a vu en 2020. Donc ça, finalement, ça rejoint sur l'idée qui est de dire que le fonds a des tendances bonnes et des assises plutôt bonnes, même sur la durée. Et d'ailleurs, on avait, lors du dernier webinaire, abordé une expression qui était « the winner takes all », les gagnants prennent tout. Finalement, est-ce que ce n'est pas une confirmation de cette analyse-là, de dire finalement, vu les performances, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va traverser le temps et est-ce que tu peux revenir sur ces performances de 2020 finalement? Je te remercie, Michel. Donc, un point peut-être qui peut expliquer la performance du fonds depuis sa création. D'une part, en fait, nous sommes dans un contexte de taux relativement faible, donc qui joue favorablement sur la valorisation des leaders. Même si on parle beaucoup de remontée des taux aujourd'hui, je rappelle que les taux réels restent quand même négatifs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, je pense avoir un peu lourdement insisté sur cette slide, la construction de portefeuille de Global Leaders est très importante, puisque voyez-le un petit peu comme un voilier avec deux voiles qui sont le foc et la grande voile. Donc le foc qui tient la direction, c'est les marques établies, la grande voile qui permet d'accélérer et de prendre le vent avec les marques montantes. Et en fonction de l'appétence boursière, on peut affiner le gréement. Donc je crois véritablement que la mission, l'objectif du fonds Global Leaders, je le rappelle, est d'être un fonds cœur dans une allocation d'un particulier quand il investit en bourse. Donc ce que nous recherchons, c'est un mix de performance avec une volatilité pas trop élevée. Ça, c'est notre objectif. Et si on peut battre en plus l'indice de référence
comme c'est le cas sur une période de 5 ans glissante, dans ces cas-là, c'est plutôt positif. Donc l'objectif est atteint finalement. Il n'est jamais atteint, il faut toujours le poursuivre parce que les années glissent. Donc, voilà. Donc si on revient en fait sur la performance de 2020, bien évidemment, elle a été portée par les grands leaders de la tech. Si je prends le cas de sociétés comme Amazon, PayPal, Microsoft et Taiwan Semiconductor, ce sont des sociétés sur lesquelles, en 2020, j'ai eu une accélération des résultats par rapport à ce qui était attendu en début d'année. Elles ont gagné, avec le confinement, 3 à 6 mois d'activité parce que nous avons consommé beaucoup plus à la maison, parce que nous avons été tous beaucoup en télétravail, que nous avons vu nos enfants faire des cours en ligne avec Teams, et elles en ont, qui appartient à Microsoft, et elles en ont profité. Enfin, dans les contributions négatives du fonds, premier point, c'était sur des poids moins importants du portefeuille, donc ça a eu une incidence moins forte que la performance des contributeurs positifs. Et le deuxième point, c'est que toutes ont été cédées, sauf une qui est Laura Schreiner, la marque brésilienne de vêtements sur lequel nous avons une vraie conviction. Aujourd'hui, ces magasins ont réouvert. Les Brésiliens, sans prendre trop de précautions peut-être, retournent en magasin. Et c'est une société qui va profiter de l'affaiblissement de ses concurrents. La réciproque est moins vraie pour les autres titres que sont Airbus, American Express, Burlington et Bank America. Et j'ai pris la décision de m'en séparer afin de saisir d'opportunités sur des titres qui jusqu'alors étaient trop chers et sur lesquels il était possible à nouveau d'acquérir les titres. Je pense à des sociétés comme Starbucks, comme Lululemon, qui sont des marques fantastiques et sur lesquelles il y a eu une opportunité à saisir au mois de mars. Vous avez ici une autre raison, peut-être, Michel, pour répondre à ta question de stabilité du fonds, c'est la stabilité du top 10. Vous verrez que par rapport à la fin 2019, il a assez peu évolué. Vous retrouvez les mêmes sociétés en portefeuille. Et ça, c'est parce que nous investissons avec une perspective de long terme. D'autre part, comme je vous le disais, sur 3 titres sur 10, Microsoft, Amazon, Thermo Fisher, vous avez eu des hausses d'estimation cette année. Enfin, sur des titres qui ont subi des soubresauts comme JP Morgan, ça a plutôt été une occasion de renforcer ce titre d'une grande qualité qui va à nouveau verser des dividendes et qui continue de soutenir Corporate America, c'est-à-dire de financer finalement les entreprises américaines et autres dans le monde. Plus qu'une répartition géographique, je pense que cette vision des forces séculaires du fonds est intéressante. Vous voyez que nous avons 38% des marques qui profitent, qui ont cette dimension de pricing power très forte, des marques qui sont imposées comme des partenaires des entreprises, que ce soit dans la transition énergétique, dans l'automatisation ou la sécurité. Pensez Ecolab, la société qui nettoie les hôtels et d'autres entreprises. Le digital reste un vecteur fort de développement dans le fonds. Tout devient service en ligne. C'est les courses, c'est l'école à domicile. Nous en profitons au travers de titres dans les pays émergents comme JD.com ou Tal Éducation. Enfin, la santé, Thermo Fisher, une position historique du fonds Global Leaders qui profite malheureusement en fait de la recherche contre le Covid-19 et qui a gagné elle aussi des perspectives de développement durant cette période houleuse. Merci Rosen d'être revenue sur donc les tendances structurelles que tout le monde connaît, mais c'est bien de se les rappeler finalement. N'y a-t-il pas des nouvelles tendances finalement après les confinements et déconfinements qu'on a pu voir en 2020 d'où la question, quelles sont tes perspectives pour 2021 ?
Alors, j'ai pas de boule de cristal. Cependant, il me semble que quelques éléments sont importants à rappeler. Vous savez que l'ancrage du fonds Global Leaders dans la consommation est très important. Tout simplement pourquoi? C'est que la consommation est un des moteurs de croissance du PIB au niveau mondial le plus important. Le deuxième point, c'est que pour beaucoup de consommateurs, finalement, cette période de confinement a été l'occasion pour eux de préserver leur pouvoir d'achat. Après des destructions massives d'emplois aux États-Unis, on a vu l'emploi repartir. D'autre part, en Europe, il y a eu un accompagnement de la flexibilité monétaire par les États. La politique budgétaire en faveur des consommateurs a été au rendez-vous, ce qui fait que finalement, le consommateur en 2021 aborde l'année avec un bon pouvoir d'achat. Ça, c'est positif pour les titres de consommation. Et quand vous interrogez les consommateurs, au pic de crise en avril dernier, ils vous disaient, moi, 31% des personnes interrogées par Kantar disaient en fait qu'ils voulaient faire du shopping une priorité. Le dernier chiffre de McKinsey montre que 75% des particuliers veulent continuer de consommer en ligne. Donc il y a une transformation de l'acte d'achat qui s'est déplacé du physique vers le digital, dont certaines marques vont profiter. Enfin, ce qui est frappant, c'est le message qui est passé par le consommateur aux marques, puisqu'il veut des marques engagées. 56% d'entre vous veulent en fait veulent que les marques soutiennent les personnes durant le Covid. 51% des personnes interrogées veulent en fait que les marques s'engagent pour l'environnement. Enfin, 41% d'entre vous veulent en fait que la marque s'engage pour une cause sociale et qu'elle aide son personnel à hauteur de 44%. Si je prends tous ces chiffres que je vous ai donnés, certaines marques remplissent toutes les conditions. C'est le cas de L'Oréal qui, au pic de crise, a sorti un plan de développement durable extrêmement engageant, que ce soit en fait sur la neutralité des émissions carbone pour ses usines, des causes sociales auprès des femmes en détresse ou des mesures de prévention, puisqu'ils ont également fabriqué du gel dans leurs usines. Donc, les attentes du consommateur changent, son pouvoir d'achat est là, aux marques, aux organisations agiles, d'aller chercher le consommateur. Un point important aussi, c'est le sport. Pendant le confinement, vous avez tous rêvé de faire du sport et que Madame Hidalgo vous laisse aller courir au bois de Boulogne ou autre. Ça profite aux marques de sport, que ce soit Nike, que ce soit Lululemon aux États-Unis qui a sorti un mur qui permet de prendre des cours en virtuel avec son coach sportif. Ce sont des demandes de fonds qui sont présentes. On le voit en Chine où le sport, l'incitation à faire du sport fait carrément partie du plan de développement chinois, et des sociétés locales comme Li-Ning en font partie. Il faut voir que le marché du sport en Chine, par exemple, en termes de valeur, est 2 fois moins important que la valeur de consommation sportive dépensée aux États-Unis. Donc il y a une marge de rattrapage extrêmement importante, et il faut voir en fait que les marques comme Nike en Chine sont très bien placés, ou des acteurs locaux qui montent comme Li-Ning. Enfin, le consommateur reste paradoxal, même s'il souhaite que les marques s'engagent beaucoup plus pour la planète, même s'il souhaite lui-même consommer peut-être moins d'objets, et bien sur le point de vente, il continue quand même d'être bien présent. Et on voit qu'en dépit de toutes les attaques qui sont faites contre Facebook, il y a 45% des personnes interrogées qui veulent augmenter leur usage de Facebook. Donc globalement, pendant le confinement, la génération des personnes âgées, nous ou les adolescents ou les jeunes, nous sommes tous devenus des générations digitales, et ça profite évidemment à des plateformes sociales.
La stratégie d'investissement, tu me demandes, elle n'est pas tellement différente des 6 derniers mois. Nous évoluons avec une position de cash relativement réduite, 3,3%. Ça nous permet de saisir des opportunités s'il y en a. La structure du portefeuille, comme je le disais, est très stable. Et finalement, si je regarde l'exposition en termes de style du fonds, je dirais qu'il y a 19% des sociétés qui sont très identifiées au confinement. Pensez Netflix, il n'y a pas de raison de lâcher Netflix. Netflix, c'est 200 millions d'utilisateurs et peut-être 600 millions finalement en fait qui sont derrière l'écran. Et on voit avec les résultats qui ont été annoncés la semaine dernière combien la société en profite puisqu'elle va être beaucoup plus rapidement que prévu en cash positif, ce qui va lui permettre d'accroître encore sa différence par rapport aux autres plateformes, puisqu'ils vont pouvoir dépenser plus dans la production de films. Il y a 42% du portefeuille qui profite de la réouverture. Pensez luxe. C'est vrai que des marques comme Gucci, comme Moncler vont profiter du retour du consommateur en magasin puisqu'elles ont dans leur ADN une composante mode extrêmement vibrante. Et puis, dans le fonds Global Leaders, c'est 35% de valeurs finalement qui profitent de dynamique de croissance autre. Ça peut être Zoetis, le leader en fait des produits de soins pour les animaux, qu'ils soient animaux de compagnie ou animaux d'élevage. Là, vous voyez en fait que la dynamique de croissance est plus liée à l'innovation, à la capacité de la société à sortir des solutions probantes pour soigner les animaux. Le mot d'ordre, c'est reconfinement local, mais également réouverture. Et si on analyse ça au travers de la pyramide de Maslow, ce qu'on voit bien, en fait, c'est qu'en 2020, il fallait d'abord répondre aux besoins de sécurité du consommateur. Donc, pensez Procter & Gamble, pensez Reckitt Coleman, donc les kits de sécurité de produits d'hygiène sanitaire. En 2021, on va alterner les phases de confinement, réouverture. Ça veut dire qu'on va garder notre abonnement Netflix. On va peut-être commander toujours en ligne chez Zara, mais vouloir aller voir ce qui se prépare en magasin pour la prochaine collection. Les Chinois sont déjà retournés dans les magasins de luxe. On va continuer d'acheter des chaussures de sport puisqu'elles nous permettent également d'aller au bureau. Et petit à petit, à mesure que l'indice de confiance du consommateur va s'améliorer, on va aller vers des biens plus importants. L'achat d'un véhicule électrique et aussi des moments beaucoup plus intangibles, beaucoup plus confidentiels, où on va vouloir par exemple préparer un voyage en vacances. Donc le portefeuille, petit à petit, graduellement, incorpore ce genre de titres qui, comme Hilton, sont des sociétés qui gèrent extrêmement bien la crise, qui ont un pouvoir financier qui est préservé et qui vont en sortir leader en sortie de crise. Dernier petit exemple finalement. Starbucks, je crois que nous en avions déjà parlé la dernière fois. Ça reste une conviction forte du fonds. C'est la 56e marque mondiale. Ils ont 30 000 salons opérés à travers le monde. C'est une marque qui est très vibrante au niveau du digital, avec laquelle les consommateurs sont très engagés et surtout qui nous a rassurés lors de la dernière publication puisqu'ils confirment leurs objectifs de croissance sur les prochaines années de l'ordre de 8% au niveau du chiffre d'affaires, une marge d'exploitation de 17-18%, ce qui nous laisse espérer une croissance des BPA de 10% avec un taux de redistribution de l'ordre de 50%. Merci Rosen d'avoir fait donc ton bilan et tes perspectives pour cette nouvelle année.
Nous allons maintenant passer peut-être aux séances de questions-réponses. S'il y a quelques questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous les adresser. Alors moi, il y en avait une qui me revient assez souvent, Rosen, je voudrais bien qu'on l'aborde. Est-ce que c'est le moment d'investir sur le fonds? Peut-être qu'on peut revenir sur la slide où je vous montre justement l'alternance réouverture. Voilà. 2021 va pas être linéaire, on le sait. Il va y avoir un petit peu comme au printemps, des coups de giboulée avec des vaccins qui n'arrivent pas, on reconfine, et puis des éclaircies, puisque les vaccins sont quand même là. C'est une grande différence par rapport à l'année dernière et on commence à vacciner assez rapidement. Donc je crois en fait que la structure de portefeuille de Global Leader, entre ces marques établies, ces marques montantes et ces marques en renaissance, permet d'affronter ce type de situation. Super, merci Rosen. Eh ben, écoutez, donc pas de questions a priori, donc je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire, donc on vous enverra les invitations et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.